On va se recentrer maintenant sur quelques exemples de filières de diversification. On a parlé du bio, c'est je crois la prochaine intervention qui est prévue, donc avec Christophe Paulet d'Agribio Union, qui va justement nous parler de ce qu'est la filière bio dans le sud-ouest et en Occitanie particulièrement, qui est d'ailleurs première région, je crois, productrice de bio, mais ça nous sera certainement présenté. Donc Christophe, je vous laisse la parole. Pareil, 30 minutes, je crois. Merci à tous. Déjà, un grand merci aux organisateurs d'avoir pensé à la bio, parce que c'est vrai qu'en Occitanie, c'est une production qui est significative. Et aujourd'hui, je vais représenter l'ensemble des acteurs bio et vous parler au nom de l'ensemble des acteurs bio d'Occitanie. Alors, déjà, dans un premier temps, il était important, compte tenu du public que vous êtes, de vous représenter un petit peu ce que c'était qu'Agribio Union, pour vous retracer un petit peu l'histoire de cette diversification. Il faut savoir qu'en 1985, un groupe d'agriculteurs dans le Tarn a souhaité travailler en commun autour de la bio. Ils étaient 12. Ils ont créé une CUMA. Ils ont réussi à rassembler en 5 ans une cinquantaine d'adhérents et ils ont créé la première coopérative bio du Sud-Ouest qui s'appelait la COP Agribio, qui est la COP historique domiciliée à Salvagnac dans le Tarn et qui existe depuis les années 90. Cette coopérative avait, comme toute coopérative, besoin de stockage, de transport. Et donc, mécaniquement, elle a été voir, autour de grosses coopératives locales conventionnelles, la façon de se développer. Et a été créée en 1999, Agribio Union, par l'union d'Euralis, d'Arteris et de la COP Agribio. Donc, la création à proprement parler est des années 2000, mais l'histoire a commencé 15 ans avant. En 2001, le groupe Terre du Sud a souhaité rejoindre cette union. En 2002, le groupe Vivadour a souhaité rejoindre. Et en 2014, Maïsadour. Et aujourd'hui, Agribio Union, ça représente 6 coopératives du Grand Sud-Ouest, 1000 producteurs bio qui peuvent être mixtes, conventionnels et bio. 30 000 hectares sur 16 départements. Et ça fait grosso modo 30 ans aujourd'hui que Agribio Union défend l'engagement et essaye de développer le bio. Je rappelle un élément important, pour ceux qui sont arrivés tardivement dans le bio, dans les années 85-90, il n'y a rien qui existait. Il fallait tout créer et donc trouver des diversifications. Si on regarde un petit peu les missions d'Agribio Union, et ça c'est un point essentiel, c'est-à-dire que Agribio Union est donc une structure historique de la bio sous format coopératif, mais surtout on a besoin de travailler sur l'amont, à savoir que notre première mission, c'est l'organisation de la production. Donc ça, c'est un point important que je reparlerai après. L'accompagnement technique, la gestion des agrofournitures utilisables en agriculture biologique en lien avec nos coopératives associées, de l'expérimentation, l'organisation de toute la collecte, la mise aux normes, la logistique, le transport, le stockage, la conservation des grains et bien sûr la commercialisation. Notre activité est très centrée sur la Haute-Garonne et le Gers, et donc sur l'Occitanie. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des ratios de vente qui sont à peu près entre 12 et 15% régional. L'export représente un tiers, et sinon, on est essentiellement sur du national, sur une gamme de produits qui représente un petit peu tout l'assolement diversifié qu'on peut avoir dans le Grand Sud-Ouest. Aujourd'hui, Agribio Union, c'est plus de 40 productions différentes, commercialisées. Un élément aussi qui est important pour ceux qui connaissent un peu moins le marché de la bio, et ce qui est important, c'est de savoir que c'est un marché physique. C'est-à-dire que contrairement au marché conventionnel, on n'a aucune couverture de prix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez développer le bio, la première chose, il faut trouver quelqu'un qui le produit et quelqu'un qui accepte de l'acheter et de le valoriser. Elle est opaque, c'est un marché qui est très opaque en prix, en information, c'est-à-dire connaître les volumes de production bio en France ou en Europe, c'est excessivement compliqué, et qui dépend très fortement de la loi de l'offre et la demande, parce qu'on est
adossés à des cahiers des charges particuliers. Et le marché bio français est une niche dans la niche qu'est le marché bio européen, voire mondial. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'au final, la bio que l'on produit en France, elle est souhaitée uniquement par le marché français. Si demain on devait produire de la bio pour concurrencer les productions bio des pays de l'Est ou d'autres pays mondiaux, ça n'a aucun intérêt, en tout cas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif premier aujourd'hui, quand on présente cette diversification d'agriculture biologique au sens large, eh bien, c'est de cibler la demande en alimentation humaine sur de l'origine France. Aujourd'hui, on a des acteurs qui cherchent cette origine. Ensuite, vous avez deux solutions. Une fois que vous avez saturé ce marché, vous allez saturer le marché soit en Union européenne, la demande Union européenne en alimentation humaine. Ça peut être le cas, par exemple, de soja, lorsque l'on aujourd'hui décide de commercialiser soja alimentation humaine sur les pays limitrophes qui n'ont pas cette production de soja, comme les pays du Nord communautaire, mais aussi de saturer le marché de l'alimentation animale origine France. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des cahiers des charges de production laitière dont l'ensemble des aliments doit être issu d'exploitation agricole française. Une fois que vous avez saturé ces marchés, eh bien, il ne vous reste plus que l'export UE en alimentation animale. Et une fois que vous avez saturé l'ensemble de ces marchés par les volumes que vous avez décidé de collecter, eh bien, il ne reste plus que le décaissement conventionnel. Et donc, quand on parle de loi de l'offre et la demande, ça veut dire que clairement, eh bien, on est très vigilant à répondre. Et aujourd'hui, les agriculteurs membres de nos coopératives associées qui nous délèguent, en tout cas, la responsabilité sur le bio, nous demandent de travailler énormément les marchés alimentation humaine. Alors, on entend beaucoup de gens qui nous parlent la bio, ça ne va pas, vous lisez un petit peu tout. On est en train de parler que certaines personnes souhaitent arrêter l'agence bio, etc. Il y a beaucoup de dossiers là-dessus. Moi, je vais rétablir quelques vérités. Le marché bio, c'est clair, il a été en extrême croissance depuis 10 ans. Il a été multiplié par 3. Le marché était en surchauffe. Et vous savez tous qu'un marché en surchauffe, il finit toujours par s'écrouler. Ça, c'est quelque chose, et donc c'était quelque chose, non pas qui était attendu, mais on savait que des croissances de multipliées par 1,5, 2, 2,5 par an, c'était pas possible. Et notamment au niveau d'Agribio, on avait des croissances de 20 à 30% par an en termes de demande. Donc ça, c'était quelque chose où mécaniquement, on savait qu'à un moment donné, il allait avoir un atterrissage. En 2021, on a commencé à ressentir les premiers signes, même si tout le Covid a un peu perturbé ces signaux, avec une concurrence féroce et accrue d'autres labels. Ça veut dire bon nombre de consommateurs préféraient le local, les labels rouges, etc. Et donc on a eu une multiplicité de l'offre globale qui a un petit peu perturbé le consommateur. Mais surtout, ce qui a fait très mal à cette filière de diversification, c'est en 2021-2022, c'est l'inflation généralisée où, au final, lié à une crise énergétique, liée à la crise ukrainienne que l'on connaît, où le consommateur, c'est vous, c'est moi, on a clairement fait des arbitrages. Les arbitrages, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne pouvez pas toucher à votre poste énergétique, l'énergie, qui peut représenter votre chauffage, le bâtiment, vos déplacements, etc. Eh bien, en fait, la seule variable d'ajustement, à moins de changer de niveau de vie, c'est le changement de vos habitudes alimentaires. On a commencé à voir quoi sur le marché? Un changement de gamme. Vous partez d'une marque premium vers plutôt une marque distributeur. Ensuite, on a vu ainsi un changement d'enseigne de façon très forte. Vous n'allez plus à Intermarché, vous allez chez Leader Price. Et après, on a eu aussi une recomposition du panier moyen. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les gens, ils achètent moins de viande, plus de légumes, moins de légumes, plus de pâtes. Et donc, on a été énormément perturbés. Et c'est vrai que l'analyse de toutes ces données ont été excessivement perturbées par les années Covid, où on avait déjà des signaux. C'est-à-dire que, clairement, il y a eu dès 2021 des signaux donnés par le marché. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que clairement, le ralentissement du marché bio, que tout le monde entend parler, il est excessivement variable en fonction des circuits de distribution. Je rappelle un élément fondamental. Aujourd'hui,
c'est que 50% de la distribution bio, et donc de la demande que l'on doit satisfaire, est en grande surface. Aujourd'hui, si vous regardez le graphique de droite, 86% de la distribution est faite soit dans la distribution généralisée, spécialisée ou la vente directe. Les premiers signaux qui nous sont donnés depuis 2024 et le premier semestre 2024, parce qu'il faut savoir qu'on a un petit peu de latence entre la publication officielle des résultats et les résultats. Donc aujourd'hui, on a les données fiables qui sont issues de 2024, où clairement, on a un retour massif de la demande dans les réseaux spécialisés bio, qui sont véritablement le cœur de métier. Effectivement, ça continue à un petit peu patiner au niveau grande et moyenne surface, mais c'est essentiellement dû à un manque de référencement ou à une disparition de l'offre bio dans ces magasins. Donc aujourd'hui, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que même si le marché bio est difficile en grande et moyenne surface, aujourd'hui, on assiste à un véritable redémarrage qui est significatif au niveau de la distribution spécialisée. Le thème aujourd'hui de l'intervention, c'est un petit peu comment accompagner le rebond de la bio et parler un petit peu de diversification. Alors, il y a déjà une chose, je vous ai dit que le label bio, en tout cas, était fortement perturbé par l'arrivée d'autres labels. Et aujourd'hui, moi, je prends souvent l'exemple en réunion de mon fils, qui a 23 ans, qui doit aller acheter des œufs ou du lait. Et qui va au supermarché et qui voit œufs batterie, œufs plein air, œufs label rouge, œufs local, origine Occitanie, œufs bio. Et il me regarde et il me dit, mais Christophe, papa, pourquoi ça passe du simple au triple prix? Et lequel il faut que j'achète? Et c'est quoi mon impact? Et donc, à un moment donné, il y a toute une communication qui doit être améliorée. C'est notamment ce qui a été fait avec la campagne BioRéflexe, mais qui, aujourd'hui, n'en est qu'à ses prémices. Et il faut clairement aller bien au-delà, notamment pour parler de tous les bienfaits externes de la bio. Après, il faut se caler aussi sur un indicateur qui est très intéressant, c'est-à-dire que l'indicateur clé, c'est la part de bio qu'il y a dans vos courses. Le panier de consommateurs, aujourd'hui, le bio, c'est 6%. La volonté du gouvernement en termes de production bio, c'est 18%. Donc, on ne peut pas avoir un gouvernement qui nous demande de produire 18% de bio quand la demande du consommateur n'est que de 6%. Donc, à un moment donné, il faut agir. Soit on continue de développer la bio pour atteindre ce fameux palier de 18%, mais il faut aujourd'hui regarder pourquoi on n'arrive pas à avoir un peu plus de consommation. Le premier effet, il est très simple, c'est qu'on est ultra dépendant en termes de débouchés bio de la consommation à domicile. Aujourd'hui, par exemple, si nous souhaitions aller dans un restaurant et trouver une offre bio ou dans un restaurant d'université trouver de l'offre bio, c'est mission impossible. D'accord ? Très très compliqué. Aujourd'hui, la consommation hors domicile, c'est 12%, sachant qu'on a la loi Egalim qui nous oblige à atteindre les 20%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune... lorsque vous ne respectez pas cette loi de 20%, il n'y a pas de problème à proprement parler. Et dans les restaurants, ça représente 1%. Et donc, à un moment donné, lorsque l'on parle de croissance bio, effectivement, et d'accompagner, d'avoir une panne de demande, aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais il suffirait simplement de respecter la loi pour mécaniquement avoir une offre bien plus importante. Maintenant, quand on regarde un petit peu la façon dont on doit accompagner ce rebond et de parler un petit peu du thème général de la journée sur la diversification, alors, au niveau agriculture biologique, lorsqu'on me demande c'est quoi la diversification, Christophe, pour ma part, c'est soit une nouvelle culture, soit un nouveau cahier des charges, soit une nouvelle labellisation. Ça veut dire que pour moi, diversifier, ça ne veut pas forcément introduire une nouvelle culture. Ça peut être simplement de travailler sur un cahier des charges différent qui apporte une valeur ajoutée ou sur une nouvelle labellisation qui devra être certifiée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on travaille, par exemple, si on prend le cas du blé tendre, effectivement, on produit du blé tendre meunier, du blé tendre améliorant, du blé biscuitier, du blé dur. Et sur ces productions, on a
du blé tendre pour la meunerie, du blé tendre éthique, produit sous cahier des charges agri-éthique ou biopartenaire. On a des productions de blé tendre, de soja ou de tournesol labellisées sous agriculture de régénération et qui sont confirmées par l'outil IR-PADV. Mais on peut aussi travailler sur des labels privés, comme le label Naturland, qui est un label de privé allemand, ou BioChine, ou BioSuisse. Et ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a senti un petit peu la baisse de la demande, on a tout de suite essayé d'analyser les opportunités des grandes cultures dans nos régions de production, tant sur les perspectives, le positionnement et l'impact des stratégies des différents intervenants. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau d'AgriBio-Union, on n'est qu'un maillon de la chaîne. Il faut poser la question au marché, de quoi avez-vous besoin? Mais surtout aussi aux producteurs, qu'est-ce que vous voulez? Ça a fait l'objet d'études que l'on est en train de faire, notamment avec une société qui s'appelle Ceresco, que vous connaissez peut-être, où aujourd'hui, on fait des études prospectives sur l'avenir des filières grandes cultures bio en Occitanie, où on a été interroger l'ensemble des parties prenantes, les coopératives, les négoces, les agriculteurs, mais aussi les clients, c'est-à-dire tant l'amont que les intermédiaires, que l'aval. Et on a essayé de comprendre ensemble quel était l'objectif. On a essayé de regarder aussi nos spécificités en termes de bassin de production, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne sert à rien d'essayer de rentrer en concurrence avec des bassins qui sont beaucoup plus prolifiques que nous en rendement et qui ont en plus des usines dont la consommation est locale. Je rappelle un point important, quand on nous compare en blé tendre de meunier, AgriBio-Union, à une certaine année, on faisait 40% de la récolte française en blé de meunerie. Aujourd'hui, on en fait moins de 10%. Pour une raison simple, c'est aujourd'hui, 1 hectare de blé meunier dans le sud-ouest, ça fait entre 25 et 30 quintaux. Vous remontez au nord de la Loire, ça fait entre 40 et 60 quintaux. Ça veut dire que 1 hectare chez nous, c'est 1,5 hectare chez eux en termes de volume, avec l'essentiel des outils qui consomment ces productions, qui sont plutôt dans le Nord-Loire. Donc à un moment donné, il y a ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, eh bien, quand on veut faire du blé, eh bien, il faut se diversifier et proposer un panel de produits qui fait que l'acheteur va venir chez vous par rapport à vos typicités. On a une force dans le sud-ouest, ce sont nos blés améliorants. Donc on peut proposer du blé tendre, meunier, base 11% de protéines, mais il faut aussi proposer du blé biscuitier, parce que ça répond à des contraintes agronomiques fortes aussi et dans certains bassins. Mais il faut aussi proposer des blés améliorants, et on a véritablement un savoir-faire là-dessus. On l'a dit, on en a parlé, le soja, le sud-ouest est la première production et c'est la première collecte, notamment au niveau d'AgriBio-Union. On a à peu près 30% de la collecte bio française de soja qui est commercialisée par AgriBio-Union. Ça, c'est un point qui est très intéressant. Et donc, la première source de diversification, c'est de saturer l'ensemble des marchés, tant sur l'alimentation humaine que l'alimentation animale. Et sur l'alimentation humaine, c'est simple, hein, c'est le lait de soja, tout ce qui est tofu tempeh, ou éventuellement protéines de soja texturées qui sert à faire les nouveaux aliments. Il faut savoir que chaque marché a ses spécificités en termes de besoins, humidité, protéines, calibre de grains, type espèce et autres. Et donc, faire du soja, eh bien, ça répond à un cahier des charges et on a autant de cahiers des charges que de clients. Et puis après, on a aussi une spécificité dans le sud-ouest où, il y a 3 ans, certains de nos clients nous ont demandé de regarder à peu près au niveau de la biodiversité, qu'est-ce qu'on avait chez nous. C'est clair que quand vous comparez notre région aux régions de Champagne, que je connais bien parce que j'y ai travaillé un petit peu, vous vous rendez compte que ce n'est pas les mêmes typicités. Les surfaces d'intérêt agroécologique et tous ces éléments-là sont des éléments qui commencent à être demandés par le consommateur final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, on va travailler sur les potentialités de nos régions et on a réussi, tant en conventionnel qu'en bio, à trouver des clients qui acceptent, entre guillemets, de payer par rapport à ces externalités et acceptent aussi de nous accompagner de leur changement, notamment sur la transition agroécologique. Et ça aussi, c'est un point qui est important. Et puis après, il y a une chose qui est claire, et ça, je vais parler aux techniciens. Moi, je m'occupe surtout des marchés, même si j'ai commencé ma carrière en tant que technicien. Il faut qu'on arrive à stabiliser nos rendements.
Ça, c'est un point qui est ultra important. J'entendais parler d'irrigation en soja. Oui, c'est le cas. Sauf qu'aujourd'hui, du soja en sec, ça n'existe plus dans le sud-ouest. Hein. C'est terminé, en tout cas en bio. Les agriculteurs n'en font plus. Hein. Ils font 300 kg hectare sur une année sèche. On a la problématique insectes depuis 2 ans qui est prépondérante. Et là, on va aussi avoir besoin que techniquement, on trouve des solutions. Les vols de pyrales, les punaises, etc. À un moment donné, eh bien, il faut qu'on soit appuyé par les instituts techniques, mais aussi par les politiques, pour nous aider, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, le marché attend la production de soja du Sud-Ouest. Et il y a un point qui est important, quand je parle de diversification, on parle de diversification qui est surtout souvent économique. Eh bien, à un moment donné, il faut qu'on travaille sur l'organisation de cette chaîne. C'est-à-dire que toutes les structures qui ont liées à cette diversification, il faut qu'on se pose la question de dire, mais est-ce que c'est rentable? Et aujourd'hui, quelle est la rentabilité? Et donc d'optimisation et aujourd'hui de retrouver de l'excellence opérationnelle. Ça, c'est un terme qui sort un petit peu depuis quelques mois, surtout face aux difficultés que l'on a. Mais aujourd'hui, on doit tous se retrouver autour de se poser la question sur la façon de faire les choses. Et puis, il y a un point qui est hyper important, la qualité des productions. Aujourd'hui, on est parti, nous, énormément sur les diversifications. Je vous ai parlé du blé dur, du blé biscuitier. Quand je regarde le résultat 2024, 50% des volumes diversifiés ont été déclassés en fourragers par non-atteinte du cahier des charges, soit en PS, soit en protéines, et donc à un moment donné, soit en mitadin. Et lorsqu'on pose la question aux agriculteurs, ils nous disent « Oui, on s'est diversifié dans l'espoir d'avoir une meilleure valorisation, mais on n'avait pas d'argent, donc on n'a pas mis d'intrants. Ou on n'a pas acheté de semences certifiées, ou on n'a pas ceci, on n'a pas cela. » Et donc, à un moment donné, se diversifier, il faut aussi se donner les moyens de le faire, parce qu'à un moment donné, mettre en place une culture de diversification, effectivement, peut être un gain à partir du moment où on arrive aux critères souhaités par le marché. Un point aussi qui est important, pour se diversifier, oui, mais éventuellement pour plutôt répondre à une demande régionale. Et pour ça, il faut qu'on structure tous collectivement la demande régionale. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle structure qui a été mise en place récemment, filière brassicole bio d'Occitanie. C'est une structure qui regroupe tant les producteurs, les OS, les malteurs et les brasseurs. Et on s'est tous mis autour d'une table pour savoir comment est-ce qu'on pouvait valoriser notre origine. D'accord ? Ça, c'est un point qui est important. On a un autre exemple que je prends souvent, l'association Sud Blé Dur Bio. Sud Blé Dur Bio, c'est simple. C'est plusieurs OS, 2 acheteurs. On s'est réunis, on s'est mis autour d'une table pour savoir comment est-ce qu'on pouvait organiser la production du blé dur dans nos territoires, quelle qualité était souhaitée par le marché, quelle variété, quelle rentabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'orientation de la production, elle est clairement, et depuis le départ, sur une adéquation de l'offre et de la demande. Se diversifier pour se diversifier, ok, très bien, mais si ce n'est pas vendable, ça ne marche pas. Ça veut dire, et notamment, je vais vous donner un exemple aujourd'hui, d'une diversification agronomique qui est très intéressante, ce sont les mélanges, tout ce qu'on appelle métail, qu'ils soient conventionnels ou bio. C'est incommercialisable. Personne n'en veut. Et quand vous devez démêler les mélanges, quels qu'ils soient, ça vous coûte entre 30 et 60 € tonne, et donc vous perdez tout l'avantage que vous aviez. Et donc à un moment donné, on peut tout à fait comprendre l'intérêt aujourd'hui de diversification pour répondre à des contraintes agronomiques, mais il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, cette diversification, elle doit trouver un débouché, et que pour trouver un débouché, faut-il encore que l'OS soit capable de la valoriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 30 ans, contrairement à beaucoup d'entreprises, en fait, on part d'un plan de production et donc des besoins du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Agribio sait déjà ce que nos acheteurs veulent nous acheter en 2025 et en 2026. Qu'est-ce qu'ils nous demandent? Sous quel cahier des charges? Et c'est cette demande que l'on va mettre en production.
sous forme de diversification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché a une demande, je vais voir l'ensemble des structures agronomiques dont c'est le métier en disant, est-ce que techniquement c'est possible? Oui, et à quel prix? C'est-à-dire, quelle est la juste valeur et la juste rémunération? Et à ce moment-là, on se réunit avec l'ensemble des partenaires, les producteurs, les OS, les intermédiaires transformateurs et éventuellement le distributeur final, et on essaye d'avoir une juste répartition de valeur entre nous. Et je pense que c'est ce qui, aujourd'hui, manque dans le marché, parce que quand on parle de baisse de la demande bio, non, c'est en fait, aujourd'hui, l'équilibre est rompu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la juste répartition de la valeur a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, la démarche de diversification, elle prend énormément de temps, surtout dans le monde agricole où, par exemple, aujourd'hui, je suis déjà en train d'imaginer les productions de semences qu'il va me falloir et donc je dois déjà dire aux semenciers 1 à 2 ans à l'avance si je vais faire du blé biscuitier, si de l'orge de brasserie, je vais la faire et quand. Et il ne faut pas oublier que dans le sud-ouest, on n'a pas du tout les mêmes dates de semis que dans les autres régions de France. Et donc la disponibilité en semences, en tout cas, le timing de disponibilité n'est pas du tout le même. Et puis après, il y a un point qui est hyper important, et je terminerai par ça, c'est la contractualisation. Ça veut dire que se diversifier, c'est bien, sauf qu'à un moment donné, il faut assurer le débouché. Et il faut donner de la visibilité. Et cette visibilité, elle est énormément demandée à l'amont. Aujourd'hui, l'essentiel des réunions que l'on fait avec nos clients, c'est quel est le prix. Et quand on va aux réunions agriculteurs, ils nous posent exactement la même chose. Et nous, à notre niveau, on est vraiment un intermédiaire pour mettre en accord ces deux parties autour d'un cahier des charges, etc. Donc aujourd'hui, c'est clair que la demande est de retour en bio. Aujourd'hui, depuis 1 an, je ne sais pas répondre à la demande de nos clients. Le risque au niveau du sud-ouest, si les productions continuent à baisser, c'est qu'en fait, nos clients ne vont plus avoir confiance sur notre potentialité. Donc aujourd'hui, clairement, on essaye de défendre, mais maintenant, pour répondre à la demande de ces clients, ça part de la diversification, comme je l'ai dit, soit sur des cahiers des charges différents ou éventuellement des adaptations à des espèces différentes. Voilà. Merci beaucoup pour ce point sur la filière bio en région. J'imagine que ça doit amener des questions. Je vois. Je te laisse te présenter. Merci. Bonjour, bonjour Christophe. Stéphane Ballas, donc récemment à la Chambre d'agriculture du Gers. Question en fait face aux répercussions et aux déconversions des agriculteurs et des baisses de collecte au sein des coopératives bio, je pense. Est-ce que la solution, et là c'est une question purement stratégique, est-ce que la solution c'est pas justement de recentrer des productions et de moins partir sur la diversification qui peut coûter cher en termes de charges de structure parce qu'il faut développer les outils de triage, de séparation des productions et plutôt de se reconcentrer sur de la spécialisation pour justement essayer d'avoir moins de charges de structure et conserver les coopératives agricoles bio du Sud-Ouest. Oui, alors ça c'est une bonne question. Depuis maintenant plusieurs années, on a arrêté l'ultra-diversification sur des marchés qui nous semblaient non rémunérateurs ou éventuellement non stables en termes de demande. C'est le cas de l'épeautre. Et puis après, on a arrêté de répondre à toutes les questions de nos clients s'il n'y avait pas une taille significative. Toute la diversité de lentilles que l'on pouvait faire, lentilles corail, lentilles vertes, lentilles blondes, lentilles noires, etc. Donc oui, on a mis en place ce système où aujourd'hui, on a décidé de travailler sur de l'optimisation opérationnelle. Et donc, à un moment donné, on a des volumes minimums et c'est terminé l'époque où on répondait à toute sollicitation, où on était capable de répondre à un client qui nous demandait 500 kg de matière. Ça, c'est un point qui est important. Donc ce recentrage, il a été fait. Il a aussi été fait parce que mécaniquement, la baisse de production doit s'accompagner aussi d'une réflexion autour des outils industriels et notamment de nos silos de stockage. La décision au niveau d'Agribio Union a été
d'arrêter de 35% de son parc de silos pour simplement cadrer un parc silo qui soit cohérent avec notre production et la demande du marché. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, mettre en place un parc de silos, c'est des décisions qui se prennent très longtemps à l'avance. L'objectif, il y a 5 ans, c'était d'atteindre 120 000 tonnes pour Agribio Union, sachant qu'on était, il y a 5 ans, à 80-90 000 tonnes. Aujourd'hui, cette production, elle est divisée par 2. On est entre cette année 40 et on espère l'année prochaine entre 50 et 60 000 tonnes. Donc oui, il y a cette notion-là. Maintenant, notre objectif, c'est aussi de pénétrer les 100% de parts de marché chez nos clients historiques qui nous font confiance et qu'à un moment donné, il faut répondre à la demande. Et donc, on a aussi trouvé des synergies avec d'autres groupes coopératifs qui ne font pas forcément partie d'Agribio Union pour essayer d'optimiser nos systèmes d'exploitation à proprement parler, soit par des échanges croisés de stockage, soit en utilisant des capacités de triage que d'autres ont ou pas, ou d'inertage. Et ça, c'est quelque chose qui est fait. Donc, aujourd'hui, c'est clair que on est plutôt dans un ralentissement de la diversification, mais il faut savoir qu'en bio, la diversification est là seulement diversifiée et est une des clés de réussite. D'accord ? Donc, et on n'a pas prévu de continuer à se diversifier par un nombre croissant. Par contre, on travaille énormément sur les cahiers des charges, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire du tournesol, on fait de l'oléique, du lino, de l'oléique Naturland, du lino Naturland, du tournesol sous label privé d'agriculture de régénération, etc., etc. Et donc ça reste du massique, donc il n'y a pas d'impact sur nos coûts à proprement parler. Par contre, ça nous permet de chercher, de la valeur ajoutée, ça c'est un point important, mais d'assurer, entre guillemets, une exclusivité chez ces acheteurs-là. C'est-à-dire que quand vous avez un meunier parisien qui vient vous voir parce qu'il veut un éthique, parce qu'il veut du blé biscuitier, parce qu'il veut un peu de blé dur, un peu de blé force et tout ça, eh bien on a cette capacité à répondre à un panel de demandes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. Bonjour, Auguste Bréavoine, je suis en thèse à l'INRA sur la contractualisation dans les filières agricoles. Vous avez parlé du bio qui est donc une culture, on va dire, risquée, qui en plus est une culture de niche. Donc ça nous montre bien qu'on a une stratégie de gestion des risques qui est plutôt entre les opérateurs de la filière et qui n'utilisent pas de couverture sur le marché. Vous avez présenté donc différents dispositifs plutôt organisationnels sur la filière. Et donc je voulais savoir si dans les dispositifs que vous avez présentés, il y avait, ces dispositifs, ils incluent des clauses ou des stratégies de gestion des risques ou de partage des risques, des agriculteurs vers la coopérative, mais aussi quel est le rôle éventuellement des industriels avec qui vous allez contractualiser derrière dans ce partage des risques de production. Alors, quand vous arrivez dans le marché bio et que vous avez aucun client, en fait, le but, c'est d'aller voir un industriel conventionnel et de lui démontrer qu'il y a un intérêt de transformer son usine ou une partie de son usine pour faire de la bio. Donc, à un moment donné, vous devez écouter la façon dont lui doit hedger son risque. Alors moi, je viens du conventionnel, donc j'ai beaucoup travaillé sur les marchés financiers. Aujourd'hui, on est revenu dans le bio comme le conventionnel était avant l'arrivée des marchés à terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès à présent, on va essayer de comprendre, lui, quand est-ce qu'il vend son produit fini et de quelle façon, pour essayer de mettre en adéquation son risque avec le nôtre. Ça peut être un prix ferme, s'il fixe son prix une fois par an, un prix tunnel, avec entre un mini, un maxi. Ça peut être un prix fixé 3 à 4 fois par tranche. Donc aujourd'hui, c'est une discussion libre que l'on a avec nos clients sur un certain nombre. Ça peut être de l'annuel, du bisannuel, du trisannuel, ou même on a fait des contrats sur 5 ans pour aider la construction d'usines, par exemple. Ça, c'est important. L'exemple typique, c'est lorsque Oléocine Bio s'est construit, pour avoir des financements, il devait garantir la sécurisation de ses approvisionnements. Et donc, on s'est engagé dans la fourniture de soja pendant 5 ans. Donc ça, c'est un élément important. Et du côté agriculteur, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que pour hedger notre risque, il y a une partie de prix ferme.
Il y a une partie de travail qui est faite à la compte, il y a une partie qui est faite en pluriannuel, une partie en annuel. Et là, après, la globalité doit faire qu'on doit couvrir notre risque avec un cadre de gestion qui est très défini, notamment le risque en bio, jusqu'à il y a 3 ans, c'était le rendement. Ce n'était pas le prix. On avait des variations de prix qui étaient très faibles. Aujourd'hui, on a une variation de prix qui est beaucoup plus importante, où on a des marchés qui peuvent aller du simple au double. Et le rendement va aussi du simple au, enfin de 0 à x3, on va dire ça comme ça en bio, donc c'est un peu plus. Donc l'avantage, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, j'ai aimé la phrase, donc ce n'est pas de travailler sur toutes les zones géographiques, d'où l'intérêt d'Agribio Union. On travaille sur 16 départements. Si on a un département qui a une catastrophe, on peut subvenir. Et donc dans notre plan d'assolement, en fait, ou dans notre plan de production, on va localiser des bassins de production qui sont proches d'un silo d'exécution, etc. Et pour répondre à ces demandes. Je rappelle, aujourd'hui, je ne suis qu'un intermédiaire entre un agriculteur qui a son risque et un industriel qui a le sien. Et l'objectif, c'est de trouver toutes les solutions pour faire ensemble que chaque partie s'engage en pluriannuel. Merci pour cette réponse. Je pense qu'on va passer au sujet, sinon on va déborder. Juste un point, c'est que vous l'évoquiez, effectivement, on a bien vu pour la diversification, il faut s'assurer qu'il y a un marché. Là, vous êtes plutôt avec un discours positif. Le marché bio, il est demandeur plutôt. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et comme vous le soulignez, il y a besoin de sécuriser la production. Et c'est vrai que dans les exemples que vous citiez par rapport au soja, la problématique ravageur, malheureusement, ça ne concerne pas que le bio. Ça concerne aussi le conventionnel. Et c'est là où, justement, au niveau des instituts, on nous attend aussi pour pouvoir apporter, travailler ces problématiques et trouver et apporter des réponses qui soient les plus rapides et les plus opérationnelles auprès des producteurs. Donc voilà, sur le cas que vous mentionniez, on y travaille, on espère avoir des réponses pour la prochaine campagne, peut-être, en partie, pas toujours, malheureusement, que selon les ravageurs, mais c'est des éléments qui sont effectivement pour nous très importants au niveau des instituts, de travailler techniquement pour s'assurer d'avoir une production qui soit la plus stable possible, indépendamment du prix qu'il y a en face et du marché.